Charlevoix, on a un vieillissement de la population quand même plus accéléré que la moyenne provinciale. Un grand territoire, on ira plus en profondeur tantôt dans mon service respectif, Mélanie et moi. Mais c'est important de vous dire aussi que le sud de la capitale nationale, on a le rôle de responsabilité populationnelle. On a des hôpitaux à l'intérieur, juste, on a 2 hôpitaux du côté de Charlevoix, un hôpital du côté de Portneuf. On a ici l'hôpital de Chauveau et le JET, mais on n'est pas incorporé depuis 2015 avec le Sud Québec. Dans la capitale nationale, on a 3 établissements de santé, le Sud de la capitale nationale, le CHU de Québec avec les gros hôpitaux, puis on a l'UCPQ, qui est aussi un établissement de santé, mais qui n'a pas été fusionné, qui est quand même un établissement à part entière. On a une particularité au sud de la capitale nationale, on a un établissement affilié, ce que sont les anciens établissements de la communauté anglophone. Dans l'hôpital de Jeffrey et le CHSLD Saint-Brigitte-Home, il y a aussi un CHSLD à l'intérieur de JET. Ces 2 établissements-là sont affiliés avec nous, le sud de la capitale nationale. Avant, ce qui est important de voir pour la capitale nationale, quand tu parles de démographie, comment on va s'amener vers le million dans les prochaines années. Vous voyez les 65 ans et plus. Aujourd'hui, on est à 24. Ça faudrait. Déjà, d'ici 2031, bon, ça fait qu'on est dedans, on va être dans la capitale nationale à 28% des hommes. Donc, vous comprendrez là, que le vieillissement est quand même très accéléré. On nous parlait avant de tsunami qu'on arrivait, mais là, on est dedans et on est là, dans une pente absolument accélérée. Donc, pour les directions, ça porte notre vision pour nous. Ce qui est important de nommer, c'est vraiment de soutenir les personnes aînées et leurs personnes prochainement d'aînés, il vient rarement seul, afin de contribuer à leur maintien de leur autonomie dans leur milieu de vie par un continuum de soins et services gériatriques adaptés, performants, pertinents, de qualité et sécuritaires. Hein? Et comment nos soins et services vont permettre de maintenir les gens le plus longtemps possible dans leur milieu et comment on les accompagne selon leurs décisions, leurs choix et capacités vers un changement de vie. Donc, les services que le continuum, là, nous portons, c'est vraiment tout le volet du soutien à domicile, des services gériatriques spécialisés, des ressources intermédiaires, donc un partenariat avec des partenaires privés à lesquels là, nous sommes en complémentarité d'un milieu de vie. On a les centres d'hébergement de soins de longue durée, les maisons des aînés alternatives. On a des unités de soins palliatifs et de fin de vie. Et aussi, à ne pas sous-estimer, de nous permettre de remplir notre mission, c'est tous les liens que nous avons avec les divers partenaires communautaires, nos entreprises d'économie sociale, la QDR, l'ensemble du réseau qui gravite là, de l'écosystème autour du continuum santé. Vous pouvez poser une question maintenant, je n'ai aucun problème. Moi, je suis préoccupé. Il y a quelques minutes, vous avez dit qu'on a vu sur 24 oui. Ça va monter, donc oui. On est surpris, on en a parlé beaucoup. Tout à fait. Vous, comme établissement, vous savez déjà depuis quelques années, c'est à quoi personne âgée, puis nous, en entreprise, nous avons interpellé par ça, mais comment vous, comme intervenant social ou gestionnaire, vous savez ça depuis quelques années, j'imagine que essayer de prévoir dans la mesure du possible, quand même, vous allez enligner vos actions pour essayer d'aider, je peux vous aider déjà beaucoup, là, et de vous préparer à ça, mais donc dans 5 ans, ça va être, vous avez une vision, vous avez des choses déjà que vous avez en tête pour augmenter, mettons, le partenariat communautaire. Donc, vous allez me dire, oui, mais ça prend de l'argent.
On sait que. Écoute, pour l'argent, il y a d'autres choses. Vous Ouais. avancez ma présentation. C'est ça que je voulais. Parce que l'argent, tu sais, c'est sûr, ça en prend, mais il y a sûrement d'autres choses, puis on va être là, vous allez en parler, c'est ça. Oui, on va faire un C'est bon. OK, merci. Oui, puis si on ne répond pas à votre question, On va revenir à la fin. revenez-nous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, le contexte dans lequel là, nous naviguons, c'est vraiment l'innovation, la valorisation des services du soutien à domicile. On est dans une approche, je veux dire, ben, on relocalise, mais les gens veulent demeurer le plus longtemps à domicile, mais quels sont les services ou les soins à lesquels on peut avoir accès quand on veut être à domicile. Donc, c'est vraiment important de dire, et on se rend compte, Steve et moi, il fait quelques conférences qu'on fait, puis on dit, nous sommes méconnus jusqu'où va le soutien à domicile et qui sont les partenaires à nous aider à faire du soutien à domicile, parce que tout ça, seul le CIUS et ses équipes n'y arriveront pas avec la démographie actuelle. Et ce n'est pas le souhait non plus, c'est ensemble qu'on arrive à répondre aux prises de besoin. Vraiment miser sur, ben là, on voit la technologie se développe, mais comment on peut le mettre au bénéfice des soins et services pour vraiment permettre aux intervenants d'être auprès des usagers, développer des partenariats avec la communauté. Je vous parlais tout à l'heure d'entreprises économiques sociales, d'organismes communautaires, comment on travaille avec les diverses associations. On ne se le cachera pas. On indique une pénurie de main-d'œuvre, je dirais l'enjeu de main-d'œuvre, à laquelle il faut s'assurer qu'on a une répartition de nos ressources pour les utiliser de façon optimale. Donc, aller au maximum de ce qu'on peut faire, aller au maximum de l'utilisation des champs d'exercice de chacun et comment on les fait travailler en en complémentarité, qui fait en sorte on peut répondre à plus de monde, et ce, sur l'ensemble du territoire de la capitale nationale. Donc, nous avons une structure en cellule là, que chacun des professionnels est par petit territoire locaux de service pour vraiment bien connaître puis faire des actions. Donc, c'est vraiment comment on travaille avec aussi l'usager, son proche, à répondre à ses besoins. Toute l'approche de collaboration interprofessionnelle, pour nous, c'est vraiment là, quelque chose qu'on a déjà, mais qu'on veut travailler à optimiser pour s'assurer de répondre au bon moment. Et assurément qu'on constate actuellement qu'il peut y avoir de la confusion dans la hiérarchisation des services en termes de proximité. C'est quoi un service de proximité? C'est quoi un service spécifique, spécialisé? Et c'est quoi un service sous-spécialisé aussi qui est offert dans notre grand réseau de santé et services sociaux? Donc, la cartographie. Vous voyez, dans les divers statuts avant, on parlait, nous, dans notre jargon, de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Certains d'entre vous ont entendu parler. Maintenant, on parle davantage de services de proximité, première ligne. Les services spécifiques, on parle de spécialisés et de sous-spécialisés. Donc, vous voyez les services généraux avec les GMF, notre accès intégré harmonisé que nous, maintenant, nous avons comme terme, on les appelle nos équipes accès. Vous voyez les cliniques médicales. Alors ça ici, en tous nos services de proximité à lesquels nous avons des étroites collaborations. Quand on s'en va dans les équipes davantage spécifiques, là est intégré le soutien à domicile, nos centres de jour, nos CHSLD, maisons des aînés. Et là, c'est là où Steve et moi, on se retrouve davantage. Des équipes d'hospitalisation, des services gériatriques spécialisés. Alors, c'est là où on retrouve 3 unités de courte durée gériatrique qui sont à l'intérieur des hôpitaux du CHU de Québec. On a une à Saint-François, une à Saint-Sacrement et l'autre au CHUL. Nous avons une unité de réadaptation fonctionnelle intensive qui est aussi à l'hôpital du Saint-Sacrement. Donc, il fait vraiment là, une unité de spécialité, une spécialisation, et c'est nos gériatres là, avec lesquels on travaille pour stabiliser des situations où un plateau technique hospitalier est nécessaire. Oui. C'est très cool, hein, ça dure
Elle, ça a duré peut-être 2-3 semaines. Oui. Et c'est pas mal le maximum. Ça lui a permis de transférer de. Mais la travailleuse sociale lui trouvait une place. Oui, tout à fait. C'est bien, je l'avais dit. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Et on voit aussi là une nouvelle entité que vous avez peut-être vue depuis la semaine dernière, là, naviguer sur les réseaux sociaux. Nous avons le Centre d'expertise en gériatrie de Québec, une seule entité au Québec actuellement. En fait, on a la chance de travailler très étroitement avec 23 gériatres. La Québec, à Québec, elle est située à l'hôpital du Saint-Sacrement. Donc, c'est vraiment une clinique externe à laquelle nous sommes actuellement à développer là, une clinique d'accès rapide qui est en quelque sorte une alternative à un accès à l'urgence où on arrive à l'urgence avec une aînée. Je pense que là, on est dans une situation subaiguë, mais on aurait peut-être l'avantage à dire, bon, on va retourner à la maison si c'est sécuritaire, mais je vais vous voir à l'intérieur des 5 jours suivants. Et actuellement, l'équipe voit en 2,5 jours environ l'ensemble des demandes qui leur sont repérées. Et c'est vraiment une équipe inter avec gériatre, gestionnaire, physio, tout le monde est là. Et aussi, dans cette clinique-là, une clinique des mémoires, on a développé des cliniques de fragilité. Ça veut dire que, ben là, je veux initier un traitement, je ne sais pas trop ma situation de santé, est-ce que le permet, quelle est la meilleure molécule pour atteindre mon traitement et arriver à maintenir mes capacités fonctionnelles, parce que c'est important, on travaille pour garder l'autonomie, je vous rappelle. Donc, c'est cette clinique-là aussi là, qui le font. Donc, est considérée comme étant une clinique externe, oui, mais sur-spécialisée. Donc, c'est quand même important. Et ce que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui, c'est que plus de 90% des usagers se sont présentés à cette clinique-là, ont eu besoin, ont pas eu de retour, soit à l'urgence, en centre hospitalier dans les semaines, mois qui me suivent. Donc, quand même, plus fort, une meilleure évaluation, tout ça. ben, est-ce que c'est meilleur? Je ne sais pas, mais certainement évalué au bon moment. Oui. Avec une rassurance, une équipe interne, une infirmière qui est au bout de la ligne, on répond. Alors, c'est comment on peut avoir ces évaluations-là rapidement. C'est bon. Mais madame, à l'arrière. Quand vous parlez de 96% des usagers, c'est ceux qui fonctionnent. Non, c'est ceux qui sont venus, assurément. C'est votre diapo, elle est sûrement très belle, mais il y a toujours le sport photographe qui est difficile dessus. C'est petit. C'est petit. On va vous l'ajuster. Nous, on est vite dedans, mais je vais prendre note de vos commentaires pour l'ajuster. On pourra éventuellement. Parce que c'est important. L'objectif derrière celle-là, c'est pas tant de comprendre comme de voir l'ensemble des services pour lesquels les aînés dans le continuum en droit. Pour nos prochaines présentations, on pourra la découpler en 3 secteurs parce qu'on a bien nommé les secteurs. D'ailleurs, dans le diaporama, vous allez voir dans ma section à moi, on tombe plus dans la section du bas avec l'hébergement. Alors, on prend le commentaire et très bien. Oui, madame. Éclairant, là, ça peut la lumière. Voilà, oui, j'ai fermé la première, je vais essayer de fermer la deuxième. Quand est-ce qu'on y est? On est des personnes qui sont Par médecin, c'est une clinique spécialisée, il faut savoir. C'est vraiment par les médecins. Vous n'avez pas de médecin, mais on a encore les guichets d'accès pertinence à lesquels ils peuvent référer directement là, avoir les besoins. Fait que, oui, c'est pas les liens où on se rend là au lieu d'aller là. non, puis par contre, il y a quelqu'un qui est suivi au soutien à domicile, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un avis médical pour avoir les intervenants du soutien à domicile, assurément qu'il peut avoir accès à cette complémentarité dans l'évaluation. Oui. Tantôt, vous avez parlé de l'hôpital Saint-Sacrement, c'est une aile à part ou c'est dans l'hôpital? C'est dans l'hôpital. Où était l'ancienne, ben,
C'est au deuxième étage, on arrive, puis c'est vraiment dans l'hôpital. C'est une ancienne unité qui a été transformée. Ou à l'époque, pour ceux et celles qui connaissent l'hôpital, il y avait les soins intensifs sur cet étage-là. Au deuxième, où était l'unité gériatrique d'évacuation, l'unité jour. Madame? Votre territoire d'intervention, là, est-ce que ça comprend Saint-Augustin et Blanc-Honoré? Oui. Enfin, nous, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est l'intégrité du territoire de la capitale nationale. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais nous, on n'est pas sous le couvert des municipalités, fusionnées ou pas. Nous, on est vraiment des responsabilités populationnelles, le SUS, là, peu importe les municipalités, fusionnées, pas fusionnées, nous, c'est dès que tu es sur le territoire de la capitale nationale, on vous a en responsabilité, j'ai envie de dire. Puis la diapositive précédente, bien qu'elle peut être, elle peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de choses, pour vous rassurer, c'est que c'est tous les services qui sont à la disposition et au service des aînés. Mais il y a une porte d'accès, il y a un numéro de téléphone qui permet d'entrer dans cette diapo-là de service, mais ça ne veut pas dire que vous avez tout besoin de tous en même temps. Il y a des trajectoires, il y a des gens qui évaluent, puis après ça, les personnes sont dirigées vers le service qui s'approprie le mieux en fonction de la réalité de l'évolution de la perte d'autonomie, de la maladie XYZ, besoin d'être évalué. Donc, on va vous donner ce numéro-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va vous le donner de suite, puis vous le dites, parce que vous allez l'attendre, puis vous ne nous écouterez pas pour la suite. Mais par expérience, donc, on a la chance quand même, là, dans la capitale nationale, d'avoir un suivi. Pour avoir juste ça. Pour tout. Et peu importe le besoin que vous avez, ça peut être un proche, l'usager lui-même, un ami, peu importe, vous êtes inquiet. Il y a un numéro de téléphone. On appelle ça comme ça. C'est l'équipe accès. L'équipe L'équipe accès. Donc, 418 651 651 3 8 8 8. 3 8 8. Ou, si vous ne l'avez pas noté, puis vous dites, oh, je ne sais pas. Cette équipe-là a aussi un lien direct avec Info Santé. Donc, 811, option 1. S'il y a quelque chose, ils vont vous basculer vers l'équipe accès et vont être capables de vous diriger au bon service programme à lequel eux jugent, parce que c'est un professionnel qui est au téléphone, va convenir avec vous du besoin, puis ils vont vous diriger vers le bon service. C'est important, l'option 1. 8 1 option 1. Fait que vous ne perdez pas des heures à peser sur le 2, peser sur le 3, puis l'étoile. Là. Option 1, puis. Oui, monsieur. Et la porte d'entrée pour quelqu'un qui n'est jamais entré là, si on peut dire, est-ce qu'il doit y avoir déjà eu au préalable des rencontres avec le médecin de famille et tout ça? Pas nécessairement, non. Merci. Soutien à domicile. Depuis 2003, il y a une politique nationale qui vient établir l'ensemble des grandes orientations pour maintenir les gens à domicile. Donc, chez soi, premier choix, politique du soutien à domicile. Elle a été révisée en 2023 et on l'attend une nouvelle là, incessamment. Donc, c'est quand même là, les cadres de référence sont bien établis, les orientations, on est appuyé sur les grandes orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux. Entre autres, ce qu'elle dit, c'est maintenir les usagers dans son milieu de vie et lorsque requis, l'orienter dans un milieu de vie qui répond à son besoin. Donc, soins et services vont accompagner la personne. On ne va pas prendre des décisions à sa place. C'est là où vient prendre toute la notion de décision partagée. On est rendu où et jusqu'où on se rend dans le maintien à domicile pour qu'on soit toujours en sécurité et que la qualité des services soit maintenue. Ça se peut qu'on arrive à une limite du maintien à domicile à partir de ce moment-là, conjointement avec l'usager, son proche et l'intervenant,
ben, comment on accompagne vers un nouveau milieu de vie. Est-ce que ça sera une résidence privée pour aînés? Est-ce que ça sera une ressource intermédiaire? Est-ce que ça sera un CHSLD ou une maison des aînés? Là, tout dépendant du profil de la personne, de son état de santé, on pourra bien l'accompagner. Et l'ensemble du territoire de la capitale nationale, comme je vous disais tout à l'heure, on est des équipes de proximité interdisciplinaires. On est découpé un peu comme les arrondissements de la Ville de Québec, à l'intérieur desquels petites équipes qui couvrent un certain territoire pour s'assurer d'être vraiment en proximité à domicile, puis qu'on crée des liens là, de confiance et d'efficacité pour bien répondre aux besoins là, territoriaux que nous avons pour les équipes de soutien à domicile. Les services gériatriques spécialisés. J'ai mêlé, mais je les connais par cœur. On a deux sortes de services gériatriques spécialisés. Nous avons les usagers qui sont inscrits. Ça veut dire que c'est des clientèles qu'on voit en externe. Donc, c'est des cliniques externes de réadaptation en gériatrie. On est allé à l'hôpital, un petit peu de déconditionnement. J'ai eu une opération au genou de la hanche. Je perds un peu de conditionnement. Je veux retrouver jusqu'à un certain niveau. Donc, mais je suis capable de le faire en externe. Ces équipes-là sont là pour ça. Nos équipes de psychogériatrie ambulatoire. Ça veut dire que j'ai un début de trouble cognitif, on n'est pas trop sûr. Mais ces équipes-là spécialisées vont venir en appui pour préciser le diagnostic ajusté de la médication en collaboration avec les équipes médicales traitantes et les équipes de première ligne. Et comme je vous ai expliqué tantôt, le Centre d'expertise de gériatrie de Québec. Et nous avons une clinique proche aidante également, que ça fait 2 ans maintenant là, que nous avons ouvert cette clinique-là. C'est vraiment accès à une travailleuse sociale qui fait les liens quand on ne sait pas trop dire, ben là, j'ai un aidé qui a un trouble cognitif, quelles sont les ressources, je ne me retrouve plus dans le réseau. Donc, cette clinique-là est là pour guider vers les bonnes ressources pour bien répondre aux besoins des aidants. Et nous avons les usagers admis qui sont à l'intérieur de nos centres hospitaliers. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous avons nos UTDV, nos cliniques de réadaptation fonctionnelle intensive et nos unités transitoires de récupération fonctionnelle. Donc, oui, de la réadaptation, mais un petit peu moins intensive, tout dépendant de la capacité de la personne à aller à un certain niveau pour récupérer ses capacités fonctionnelles pour éventuellement un retour à domicile ou un retour vers son milieu de vie antérieur pour avoir là, assurément une qualité de vie, puis que ce soit sécuritaire. Ressources intermédiaires. Donc, ici, partenariat public-privé. C'est des contrats là, que nous avons qui ont environ 10 ans avec certains partenaires qui offrent un milieu de vie, là, qui remplace le milieu de vie naturel. C'est souvent à l'intérieur d'une résidence privée pour aînés un certain nombre de lits à lequel là, nous offrons tous les services professionnels et les services, les soins d'assistance sont offerts par les équipes du promoteur. Donc, c'est vraiment là, des ententes partenariales que nous avons avec certains promoteurs. Pour la capitale nationale, nous en avons 17 qui représentent là, plus de 780 personnes qui ont accès à ce type-là de ressources. Peut-être pour bien expliquer les soins d'assistance, parce que c'est quand même un langage qui nous est propre. Les soins d'assistance, ce sont habituellement des préposés aux bénéficiaires ou des auxiliaires familiales qui font. C'est tout le soutien à la personne qui est en perte d'autonomie pour l'aide à s'alimenter, les soins d'hygiène, l'accompagnement, etc. C'est en plein ça. En plein ça. En complément avec les soins infirmiers, qui eux sont des infirmières et infirmières aussi. Oui, les centres d'hébergement de soins de longue durée. Capitale nationale, ce sont 28 CHSLD et 4 maisons des aînés. Vous allez, c'est quoi la différence par rapport à la clientèle? Il n'y en a pas de différence par rapport aux gens qui ont accès soit à un CHSLD ou une maison des aînés. Ce sont des personnes en lourde perte d'autonomie. Maison des aînés, c'est un nouveau concept. On entend parler beaucoup depuis 2020. Comme je vous disais, 4 à la capitale nationale, 2 dans le Québec métro.
celle de Sainte-Foy, qui était la première qu'on a procédé à l'ouverture, et celle d'ici pas trop loin, le Bourgneuf. Et on en a une dans Charleroi, à Saint-Hilarion, et une dans Port-Neuf, à Pont-Rouge. Je fais un parallèle sur ce que vous disiez tantôt. Vous voyez la population qui vieillit, est-ce que vous êtes en action? Mais déjà, la situation géographique de ces 4 maisons des aînés-là n'a pas été, on n'a pas lancé des dés dans les airs sur une carte géographique. On est allé selon ce qu'on avait comme prévision de vieillissement de la population et où il y avait absence d'hébergement. On va se le dire, dans le Bourgneuf, qui est quand même un quartier qui s'est développé, je vous dirais, dans les 30 dernières années de façon faramineuse. Bon, il y avait le CHSLD de Charlesbourg, puis bien, ceux que vous avez ici sur le territoire, pas trop loin, le CHSLD de Loretteville et le CHSLD à l'intérieur de Chauveau. Quand on voyait l'explosion démographique, il y avait un manque. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait une maison des aînés de 96 places à le Bourgneuf. Maison des aînés, maison alternative aussi. Maison des aînés, c'est fait en maisonnée de 12. Et on a des maisonnées qui sont alternatives. Elles s'adressent à une clientèle qui n'est pas aînée, mais à une clientèle qui est plus en déficience physique, en perte d'autonomie. À Le Bourgneuf, on a 2 maisonnées de 12 dans 24 lits pour une clientèle qui est avec des pertes d'autonomie, mais reliées à des problèmes vraiment de déficience physique. Celle de Sainte-Foy, on a une maisonnée alternative sur les lits qu'on a, et elle est dédiée à la clientèle qui a une déficience physique, pour des clients qui ont pas physique, déficience intellectuelle pour des gens qui sont en perte d'autonomie et en vieillissement. Maison des aînés, le coût, même prix qu'en CHSLD. Les prix en CHSLD, c'est toujours en fonction, il y a un maximum, et après ça, le reste, c'est toujours en fonction des revenus des personnes. De sorte que quelqu'un qui avait de l'argent, il y a un maximum, mais pour quelqu'un qui peut être sur l'aide sociale ou une personne âgée qui a du supplément de revenus garanti, les coûts sont moindres. On a des chambres simples et des chambres doubles. Je dirais que les chambres doubles, avec le temps, ont tendance à disparaître parce que depuis qu'on a vécu malheureusement la pandémie, on s'est rendu compte que d'avoir des chambres doubles, ce n'est pas évident quand on est en éclosion de diverses maladies. Habituellement, on devrait accueillir des clientèles avec des profils 10 et plus. 10 et plus sur une échelle de 1 à 14. Exactement, M. Connaissant. La plupart d'entre nous, on devrait pas mal être, peut-être à part monsieur, parce que on voit bien que vous êtes en fauteuil roulant dans votre autonomie. On voit que... Pas juste à cause de ça, on travailler dans le dos aussi. Oui, ben oui, non, je comprends. C'était juste pour illustrer. Dans le fond, c'était pour illustrer. Là, la majorité, en tout cas, Mélanie et moi, assurément qu'on doit être 0 ou 1. 0 à 10 pas. On est 1. On est 1. On va dire qu'on est 1, donc on est autonome, pleinement autonome. Hein? Après ça, plus on avance en nombre, jusqu'à ce qu'on se rend à 14. Dans le fond, on appelle ça des SMART. C'est quoi? C'est le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle et c'est évalué en fonction de différents critères, de sorte qu'en CHSLD, habituellement, on devrait avoir des personnes de profil 10 et plus, donc ça vous démontre que c'est des personnes avec une grande perte d'autonomie. Parfois, on a des clientèles qui ne sont pas à 10, mais à cause des troubles neurocognitifs, des risques aussi reliés à des risques de fugue et à des troubles de comportement importants. Ça fait que c'est des gens qui sont, oui, physiquement, probablement comme moi, autonomes, qui se promènent, mais qui cognitivement ne sachent pas qu'ils sont ici, puis qui pourraient être agressifs ou qui ont besoin d'un encadrement de 24 heures. Donc, cette clientèle-là est dans nos milieux, on la retrouve. Moi, j'ai une question importante. Oui. Moi, ça fait une qui était super bien pris, devenu allemand. Là, elle est dans ce mécanisme privé, c'est le Canada. Mais elle pourrait avoir accès à un CH. Vite comme ça, je pourrais vous dire oui, mais il faut quand même des personnes qui soient évaluées. Parce que c'est pas parce que tu as un diagnostic que tout de suite tu as accès à un CHSLD. Parce que là, on est rendu au CHSLD, Mélanie nous a parlé des RI. Oui. On n'a pas parlé des RPA, mais dans le continuum, nous, on gère le continuum aîné, mais pour l'hébergement aussi, il y a un continuum. Le meilleur des continuums, c'est de dire les personnes qui le souhaitent, on va tout faire pour que vous puissiez les rester dans votre domicile. Ça, Mélanie va probablement vous donner plus de détails sur l'offre de service
de soins à domicile. Mais admettons qu'on a atteint un niveau où ben, le maintien à domicile n'est plus possible. Mais là, il y a des résidences pour aînés, des RPA, et on a plusieurs milliers de portes à la capitale nationale. Et admettons, ben, votre proche, il est dans une résidence pour aînés, il était dans l'appartement plus section autonome. Là, l'autonomie ben, commence à diminuer. Ben, c'est sûr que le propriétaire va probablement nous dire ben, j'ai sur tel étage une catégorie, je ne peux pas tout passer tel diapo. C'est correct, on va aller plus vite. Ben, dans le fond, la personne elle peut avoir accès à l'étage au-dessus, parce que là, elle est plus de catégorie d'offrir des soins. C'est sûr qu'il y a des coûts de rattachation. On est dans le privé, puis on est dans le oui. Là, les moyens, puis ça, Mélanie, ben ça, je n'aborderai pas, Mélanie va en parler par rapport aux financiers. Tout ça. On a atteint un plateau à RPA, mais ça se peut, selon l'évaluation, que la personne soit orientée vers une ressource intermédiaire. Il peut y avoir une évaluation qui fait en sorte qu'elle arrive directement en CHSLD aussi. Mais habituellement, il y a des gens qui transigent vers la ressource intermédiaire où on accueille une clientèle, oui, en perte d'autonomie, mais peut-être pas pour un niveau et avec un besoin d'encadrement 24 heures comme dans un CHSLD ou comme dans une maison des aînés. Pour ce bout-là, ça vous va dans le continuum, on voit l'évolution par rapport à la perte d'autonomie. Maison des aînés, on en parle beaucoup, on va encore en entendre parler. On est actuellement à la deuxième mouture, la version 2.0 de Maison des aînés. Sur les 46 premières, il y en a 43 qui ont été livrées dans l'ensemble du Québec. C'est la portion 1.0. Ben, il y a des constats qui se font quand même depuis qu'on a ouvert nos maisons des aînés. C'est super beau, c'est super grand, mais on sait quand même le contexte financier de la province. On ne veut pas jeter ce concept-là parce que architecturellement parlant, c'est beau, c'est mieux adapté encore que beaucoup de nos CHSLD, puis on va se le dire, sont parfois des anciennes institutions religieuses ou même parfois des anciens hôpitaux qui font quand même des beaux milieux, mais au niveau de l'architecture, ce n'est pas l'idéal. Donc là, on est en train, le ministère et Santé Québec sont en train de regarder le modèle 3.0 pour faire en sorte qu'on puisse continuer de construire des maisons des aînés, mais peut-être plus à la hauteur de nos j'aurais envie de dire, de nos moyens financiers comme société. Maison des aînés, la nuance qu'il y a avec un CHSLD, oui, il y a l'architecture, des douches privées. Chaque chambre est unique. Il n'y a pas de chambre double dans les maisons des aînés. Puis, le personnel de soir est plus élevé que dans un CHSLD. Mais c'est le même coût. Il n'y a pas de différence. Pourquoi que le personnel de soir est plus élevé? Il est plus élevé parce que ce sont des petites maisonnées de 12. Donc, pour assurer qu'il y ait quand même une surveillance, tandis que dans un grand CHSLD, bien, plus tu as de monde, même si tu as moins de personnel, tu as quand même un certain ratio sécuritaire. Okay. Sur un étage de 32, tant qu'il y a 2 préposés bénéficiaires, bien, ils peuvent quand même avoir un regard sur l'unité. Dans une maisonnée fermée avec un centre de coordination au milieu, aussi fermé, si on veut assurer quand même de la sécurité, le soir, on a dû doubler, c'est prévu qu'on a visité le personnel pour assurer de la surveillance, puis aussi en même temps, divertir puis encadrer. C'est la volonté éventuellement de nos CHSLD est des ratios semblables à ça. D'ailleurs, les orientations du ministère nous proposent ça quand éventuellement il y aura d'autres budgets de développement. Pour le moment, on n'en est pas là, mais au moins on a comme une recette lorsqu'on aura des budgets éventuels. Oui, madame. Oui, dans le fond, la justice, dans ça, on y va vraiment avec l'évaluation de la personne de un, pour savoir si vous êtes admissible, CHSLD et ou Maison des aînés. Mais vous avez dit que c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Par contre, à la Maison des aînés, l'environnement, le programme d'activité puis les approches, parce qu'il y a quand même des approches qu'on tend à amener dans nos milieux, mais qui sont quand même différentes. On va s'assurer que la personne puisse en jouir et en bénéficier de ce. Je vais vous donner un exemple. On a des ateliers autoportants. Par exemple, sur un étage, on peut avoir pour les hommes un simili-garage. Ça que le monsieur peut aller là, prendre 3-4 tournevis, il peut s'amuser, même s'il y a des trucs neuroqualité. Il se souvient que dans sa vie, il a été garagé. Dans ce temps-là, pas d'agressivité parce qu'il est occupé et il fait ses choses. Les dames, des fois, c'est un peu sexiste ce que je dis là, les dames,
sous certaines unités, on a des pouponnières, puis d'autres, ben, on a des buanderies, des cordes à linge. Puis je vous le dis, là, c'est hyper populaire parce que, au lieu de tourner en rang, puis de rentrer dans la chambre, puis peut-être agresser une autre résidente, parce qu'on le sait, des fois, des trucs de comportement, c'est parfois de l'agressivité, mais les gens s'occupent par eux-mêmes. Alors que si on a quelqu'un qui est peut-être de plus de type grabataire, peut-être plus dans son univers, qui a moins de contact avec l'extérieur, ben on va plus la diriger dans un CHSLD parce qu'elle ne bénéficiera pas de cet environnement-là qu'est la maison des aînés. Oui, bien, il y a Sainte-Foy, il y en a une. Ben, c'est pas nécessairement plus autonome, mais une certaine capacité pour bénéficier des approches qu'il y a dans les maisons des aînés. Il y a la gestion de risque. Là. Tu sais, dans les maisons des aînés, là, on ne barre pas les frigidaires. Quelqu'un peut se promener puis aller dans le frigidaire et prendre quelque chose s'il veut le prendre. Mais on vit avec ce risque-là. Puis d'ailleurs, on est en train d'amener ça, cette philosophie-là, aussi dans nos CHSLD. Oui, c'est quoi la cote qui va être acceptée en CHSLD? Sur le SMART? Oui. 10. C'est plus habituellement. C'est plus habituellement, mais il y a des exceptions où on peut aller à Est-ce que 2-3 ans, c'était ça? Non, ouais, je vous dis, c'est plus aéré, 7, mais non, parce que dans le fond, les codes, puis notre obligation d'avoir 85 et plus de clients en CHSLD de 10 c'est plus, ça fait plusieurs années que ça existe, mais on peut avoir parfois des 7 en CHSLD pour X raisons, parce que au-delà de la perte d'autonomie, il y a tout l'aspect social, tout l'aspect des habitudes de vie. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que, bon, on a quelqu'un qui n'est pas un 10 c'est plus, mais il est quand même en CHSLD parce qu'il y avait un requis de surveillance pour sa sécurité. Je me demandais si par rapport à 3-4 ans, la cote n'avait pas augmenté. Non. Non, pas. C'est impressionnant. Il y a monsieur et madame Bernard. OK. Dans les éléments différenciés de cette CHSLD, c'est le facteur de disponibilité. Oui. Vu qu'il y a plus de CHSLD de maisons des aînés. Mais est-ce que quelqu'un qui serait admissible à une maison des aînés, et vu le manque de disponibilité, il va être éligible vers le CHSLD, peut avoir la chance, lorsqu'une disponibilité se présentera, de s'en aller vers une maison des aînés ou c'est un Y, puis le cité, là, ben, tu restes là. La transition est possible. La transition, elle existait déjà. On le sait, là, déjà dans le passé, on avait des CHSLD. Bon, c'est encore le cas, là, qui sont plus populaires que d'autres. Puis, on sait, tu sais, je vais en nommer quelques-uns, là, entre autres, Chauveau, Loretteville, dans votre milieu ici, c'est très prisé. Charlebourg aussi. C'est sûr que là, on parle de mois, puis même certains boutons, on parlait d'années d'attente. Ben, c'est sûr que la personne qui a besoin d'aller en CHSLD, elle n'a pas le choix, il faut qu'on l'amène dans le CHSLD, fait qu'on on a de la transition. Ça existe, ça se fait. Curieusement, dans plusieurs cas, les gens, après avoir fait 2, 3, 4 mois dans le CHSLD, pour lequel on les a mis en transition en attente d'un autre, souvent la personne elle-même, quand elle est capable de le faire, ou la famille nous appelle et dit en fin de compte, là, ma mère s'est faite des amis, elle adore le personnel, la qualité des soins est bonne. Ça, je veux vous rassurer là-dessus. C'est sûr que Maison des aînés, madame, c'est attractif. Je veux dire, nous, on est plus jeunes, c'est beau, c'est moderne, je vous le dis, là, c'est vraiment beau, une Maison des aînés. Oui. Ben, ça a changé. Je ne sais pas depuis combien d'années vous parlez, mais ça a vraiment changé. Oui, parce que les maisons des aînés, l'architecture, c'est sûr que c'est beau. Comparé à des CHSLD qui ont besoin d'amour actuellement, on sait. Mais la philosophie de soins, il y a beaucoup de choses qui se font dans les maisons des aînés qu'on a appris des CHSLD. Tu sais, pour donner un exemple, le respect sommeil. Ça se faisait déjà à Baie-Saint-Paul, ça fait 25 ans. C'est quoi le respect sommeil? Quelqu'un qui a des troubles cognitifs. Bon, puis qui est incontinent qu'une culotte d'incontinence. Mais il y a des troubles cognitifs, puis quand on le réveille la nuit, là, alors que son cerveau, lui, bouillonne toute la journée, la nuit, c'est fait pourquoi? Pour se reposer. Alors, on rentre dans la chambre à 4 heures, on allume les lumières. Bonjour, M. Vigneault, on est venu vous changer.
Le lendemain, on se demande pourquoi il est agressif et qu'il veut fesser tout le monde. Non, mais c'est vrai. On rencontre la famille, on dit, regarde, votre père, M. Vigneault, là, bénéficierait du programme de sommeil. On n'a pas dit qu'on va le laisser tremper dans son urine toute la nuit. Hein? C'est pas ça. C'est deux valeurs qui se confondent. Hein? La qualité de vie, puis dans l'urine. On est capable de prendre des décisions avec les familles. Le programme de sommeil, ça se vit dans nos milieux. Ça ne se vit pas pour tout le monde, ça se vit pour ceux qui en ont besoin. Je ferme la parenthèse, mais je voulais vous dire, la fois que je veux terminer sur Maison des aînés puis CHSLD, la qualité des soins, elle est là dans les deux milieux aussi. Et pour terminer, ce que M. disait, c'est sûr que là, on en a 4 ouverts actuellement. Puis on les a mis à des endroits où on savait qu'il y avait des besoins pour de l'hébergement pour le futur. Et on s'est déjà, à l'heure où on se parle, projeté dans les 10 prochaines années. On a fait notre plan de développement clinique intégré. Puis on sait les besoins qu'on va avoir en hébergement pour les 10 prochaines années. Puis on a ciblé des endroits dans Port-Neuf, Québec et Charlevoix pour avoir des nouvelles maisons des aînés ou des nouveaux CHSLD si le programme venait à changer avec un nombre de places pour répondre aux besoins qui vont venir. On ne reviendra pas sur le budget, mais est-ce que les constructions vont suivre, je veux dire, la démographie, la plantation des. Moi, ce que je pourrais vous dire, là, je ne suis pas au gouvernement, puis je ne suis pas à Santé Québec, c'est vraiment Steve Vigneault qui parle, le directeur de la capitale nationale. Non, mais vous êtes dans le milieu, comme ça. Ce que j'entends, oui, ce que j'entends, c'est que oui, il y a une volonté de continuer de construire des nouveaux milieux de vie pour la clientèle vieillissante au Québec. Donc, vous comprenez qu'il y a vraiment aussi une volonté de réduire des coûts sociaux. On l'entend, puis ça a fait des médias. Je veux dire, puis, bon, c'est arrivé, mais maintenant, on fait le constat que, ben, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y a quand même des obligations à avoir des places pour nos aînés qui vieillissent, même si ce n'est pas la première option, puis même si ce n'est pas tout le monde. Hein, moi, je vous l'annonce, là, on n'y va pas tous en CHSLD. C'est 2-3 % de la population. Il faut quand même relativiser. Ben, il reste que quand tu as une population qui explose, qui vieillit, ben, c'est sûr que le nombre de places par la bande il doit être augmenté. Vous dites 2-3 %, c'est 65 ans. Oui, c'est 2-3 % des 65 ans. Moi, j'ai une question. Oui, Mme Gagnon, puis c'est 2 autres. Ok, il y a des individus agressifs. Il y a des personnes qui vont le voir dans les médias. Qui sont tellement agressifs, ils s'en vont, ils peuvent tuer. Vous savez, des mesures particulières, ces cas-là, ils doivent être certainement seuls dans leur camp. Vous ne pouvez pas leur permettre de sortir. Parce qu'on a vu les gars. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne faut pas tomber dans l'autre. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Un CHSLD, ce n'est pas une prison non plus. On gère bien le risque. Bon, le risque zéro existe-t-il? Non. Je veux dire, je me promène en voiture, je peux me faire fesser, je peux croiser quelqu'un qui m'agresse, même si on est dans la société. Donc, un CHSLD, c'est aussi la société. Par contre, quand on sait que quelqu'un a des problèmes cognitifs, des problèmes de comportement qui peuvent mener à de l'agressivité, on a en CHSLD des unités spécifiques. On a des unités prothétiques pour prothèse. Je perds ma jambe, je me mets une prothèse, le jambe continue à marcher. Prothétique, une unité prothétique, c'est l'environnement, c'est le milieu qui devient une prothèse pour la personne qui a des troubles des troubles neurocognitifs et qui a perdu ses notions d'orientation dans l'espace, dans le temps, pour lui, là, il est comme dans un autre monde, puis tout peut porter à être agressif. Fait qu'on a des gens qui sont dans une unité prothétique, peuvent errer, peuvent aller dans la chambre de madame, peuvent aller dans la chambre de Mme Gagnon. Mme Gagnon a le même profil, donc il n'y a pas d'agression. En unité prothétique, c'est libre et laisser vivre, puis je vous dirais, dans 100% des cas, ça se passe très bien. Il arrive un événement, on se rend compte de M. Vigneault, ça va moins bien dans l'unité prothétique, il commence à avoir des comportements, on a des unités spécifiques. Depuis les dernières années, là, on a créé des unités hommes à troubles sexuels. Parce que oui, messieurs, même si vous vieillissez, il y a des choses qui continuent de fonctionner. Quand s'il y en a qui ont eu des comportements toute leur vie, pas parce qu'ils vieillissent que le comportement arrête. Donc, à Notre-Dame-de-Lourdes, on a un étage où on a une dizaine d'hommes à troubles sexuels. Ils sont entre eux, il n'y a aucune agression, il n'y a aucun
aucune agression sexuelle parce qu'il n'y a pas de femmes sur l'unité. Ça va très, très bien. On a au CHSLD Saint-Antoine 16 lits de personnes qui sont là parce qu'ils ont vraiment des troubles de comportement reliés à des antécédents de santé mentale. Si j'ai un problème de santé mentale dans ma vie, que je vieillis, ben, je vieillis avec mon trouble de santé mentale. Donc, tu sais, je ne nommerai pas tout ce qu'on a, mais c'était pour répondre à votre besoin, à votre question, quand on a des évaluations de résidents, même avant même l'admission, on va les diriger dans les lieux qui répondent à leurs besoins, d'abord pour leur sécurité à vie. C'est ça que je vous dis. En CHSLD, là, durant les dernières années, là, les contentions, là, attacher du monde, fermer des portes, ça n'existe plus. Quand on le fait, là, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix, qu'on n'est pas dans des cas d'agressivité, comme vous dites. Des fois, c'est parce qu'on ne veut pas que des personnes se mutilent. Ça a beaucoup évolué, tout ce volet-là. Puis c'est pour ça qu'on crée des unités. Certains endroits, il y a des micro-milieux. Bon, si on a une quinzaine de dames qui ont quand même une certaine autonomie au niveau du cognitif, capable de jaser ensemble, d'avoir du plaisir, bien, c'est sûr qu'on va favoriser à les placer ensemble sur une unité. Pour justement, parce que la vie, mais dire qu'on enferme des gens parce qu'ils sont agressifs, on l'isole, on les empêche d'aller. Tu sais, parce que souvent, les familles viennent nous voir. Hey, M. Bignon, là, il vient dans la chambre à ma mère, qu'on ne veut pas enfermer-la dans sa chambre. Non. M. Bignon, il y a des besoins, il y a des droits aussi. On va tout faire pour pas qu'il aille déranger votre mère, par contre. Ben, pas déranger votre mère, ça ne veut pas dire de l'attacher dans son lit, non. Parce que si c'était mon père, ou vous-même, vous n'aimeriez pas ça. Fait que, c'est toujours trouver l'équilibre pour que ça se passe bien pour tout le monde. Oui. Monsieur? Deux choses. Premier, concernant la maison des aînés. Je fais partie de nombreuses personnes que je vois. Je ne souhaite jamais aller dans un cercle. Oui. Mais c'est pour pas dire que je vais aller dans la maison des aînés, je veux rester à la maison. Oui. Ça coûte moins cher à la maison de construire des chambres de cette maison des aînés. Oui. Et on pourrait desservir beaucoup plus de monde. Oui. Ça, c'est un. Deuxième, vous parlez beaucoup de la famille. Il y a beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes actuellement, qui, quand sont rendus passés 70, 15 ans, sont isolés. Oui. Ben, comment vous pouvez consulter la famille? Il n'y a pas de visite. Ben, on consulte la personne. Sauf quand quelqu'un qui n'a pas de famille, c'est sûr qu'on ne peut pas la consulter, puis il n'y a pas d'environnement. Ben, il peut y en avoir. Et ils viennent jamais. Oui, ils viennent, oui, mais par contre, quand il y en a, on a toujours un contact avec les proches, quand il y en a, même s'ils ne viennent pas le voir. On en a depuis plusieurs années, ça, c'est pas nouveau, ce phénomène-là, d'avoir des personnes qui sont seules dans la vie. On en a déjà. Puis, ces personnes-là, je vous dirais que le personnel, autant dans les maisons des aînés que dans les CHSLD, en prennent soin. On a un préposé aux bénéficiaires qui est le préposé significatif pour cette personne-là parce qu'elle est seule. Souvent, ces personnes-là sont sur la curatelle publique. Donc, le curateur en prend soin. Nous, on a des liens avec eux pour que la personne elle ne manque jamais de rien. Ça, si ça peut vous rassurer d'entendre ça, là, on le vit déjà. Et pour le soutien à domicile, Mélanie pourra. Il y avait je prendrais deux dernières questions pour ce volet-là. Oui, madame, puis il y avait madame. Je vais pas confirmer cette chose. Oui. Je vais parler pour la clientèle en CHSLD. Oui. Que uniquement parmi les 465 plus, 2 à 3 Oui, oui. Oui, parce que ça, je l'ai nommé. C'est parce que dans notre imaginaire collectif, on pense tout ça. Moi-même, je suis directeur d'hébergement. Ça fait 43 ans que je travaille en CHSLD. C'est quand même assez stable, ça, c'est ça. Non, ça va, il faut que ça. Non, c'est pas comme la bourse. Non, comme le marché. OK. Non, puis considérant que je vais faire du lien un peu sur ce que vous disiez, considérant que la population augmente, la population vieillissante, comme de raison, explose elle aussi, ben, c'est sûr que le besoin d'hébergement augmente, mais on va créer des places, mais on ne créerait pas des places à la hauteur de ce besoin-là parce que ma collègue Mélanie, elle va accentuer ses services à domicile pour justement qu'on trouve l'équilibre et qu'on reste dans ce 2-3 %-là. Oui, ben c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Puis, tu sais, j'entends plusieurs personnes que j'entends, je ne veux pas aller dans un CHSLD. Moi, j'ai rien à vendre. Vous savez, un CHSLD, c'est public.
C'est pas ma business, je les gère. Je gère 3080 personnes qui sont hébergées dans nos milieux, OK? Avec 6000 employés. Partout où je suis allé, dans mes milieux, je me pose toujours la question, est-ce que j'y hébergerais ma mère? Là, je dois dire, j'y hébergerais ma mère parce que j'ai perdu la possibilité. Et partout, la réponse était oui. Est-ce que c'est parfait partout? Non. Est-ce qu'il y a des risques parfois dans des milieux? Oui. Mais j'ai toujours pour mon dire, les employés qui travaillent là, quand ils se lèvent le matin, c'est pour faire le bien. Puis notre mission, les employés, l'ont à cœur. Puis je peux vous dire, quand il arrive un événement fâcheux, parce qu'il peut en arriver, puis il en arrive, on les gère, on ne cache rien, puis on n'a rien en dessous de la couverture. Puis notre relation avec le résident et ses proches, c'est primordial. Puis nous, là, on est très contents quand il y a des proches qui viennent dans nos milieux. Ils savent que le commissaire aux plaintes existe. Ils savent qu'il y a des gestionnaires sur les milieux. Vous savez, à la pandémie, ils ont doublé le nombre de gestionnaires dans nos milieux. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Mais je ne suis pas en train de vous vendre un CHSLD, puis je ne vous souhaite pas d'y être. On ne veut pas aller dans un CHSLD parce qu'on veut rester chez nous. Mais si un jour, on vous annonce que vous devez y aller, faites confiance à ce que je vous dis. Vous allez être bien traités. Bon, je vais donner la main à monsieur parce que j'ai quand même répondu. Oui, après. D'autres points d'interrogation. Double les gestionnaires, oui, les gestionnaires dans le conseil municipal. Mais j'aurais souhaité entendre aussi doubler les personnes qui s'occupent des cas. Il a été fait. Les gestionnaires ont été doublés parce que durant les 20 dernières années avant la pandémie, là, quand on était dans le réseau qu'il fallait faire des coupures, là, ça a été souvent fait au détriment des CHSLD, malheureusement. Le personnel, il y en a beaucoup qui a été rajouté durant la pandémie. Est-ce qu'il devrait y en avoir encore plus? Oui. C'était une nécessité d'avoir des gestionnaires. Parce que moi, je vous le dis, ça fait 43 ans que je travaille dans le milieu. Puis depuis la pandémie, le fait d'avoir ajouté du personnel gestionnaire, ça a vraiment augmenté la qualité de mon milieu et la qualité des soins. Vraiment. Ah, là, parce qu'il y a une madame en arrière qui fait longtemps. Oui. Il y a pas de choses pour être meilleur de ça. Est-ce que ces gens-là prennent la place des gens? Oui. Ce matin, capitaine national, ce matin, on était à 33 personnes qui attendaient une place pour être hébergées. Je vous dirais qu'actuellement, là, c'est moins qu'on a déjà vécu. Moi, j'ai déjà vécu là, des appels téléphoniques avec ma collègue. On était à 140 personnes qui attendaient une place en CHSLD. Oui, exact. Bien, je vous dirais qu'il y a déjà eu amélioration avec on a une direction adjointe de la fluidité, là. Puis nous, dans nos CHSLD, là, quand il y a un décès, là, on admet 24-48 heures après le décès. Puis c'est ça le taux de roulement. Hein, je veux dire, c'est rare qu'une personne sort vivante d'un CHSLD. Ça arrive quand même parfois, parce qu'avec la qualité des soins, il y en a certains parfois qui ont été évalués à l'hôpital dans un contexte X, puis là, ils arrivent en CHSLD, ils sont bien nourris, ils sont bien accompagnés, ils sont brûlés, il y a des soins d'hygiène. Oh, il y a un petit regain d'autonomie. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Mais tu sais, quand ça roule, c'est suite à des décès, puis nous, ce qu'on a comme pouvoir pour faire en sorte que ça aille plus vite, c'est qu'on admette rapidement, puis on a la collaboration des familles et des employés par rapport à ça. Puis pour faire du pouce sur ce que vous avez complété, nos collègues, c'est qu'on travaille aussi beaucoup. Vous savez, on amène nos parents aînés, puis là, ben, on arrive à l'hôpital dans une période, une situation de santé que je qualifierais d'instable. Là, on n'a pas les repères, on n'a pas ce qu'il faut. Puis là, ben, on évalue, j'ai un besoin de CHSLD. Mais est-ce que c'est le réel besoin? Est-ce que c'est le réel milieu de vie? Donc, on travaille actuellement, puis on a ouvert ces types de lits-là où on appelle ça des lits d'évaluation d'orientation où j'amène la personne et je le sors du centre hospitalier parce que je suis profondément convaincue quand je suis dans le réseau que de maintenir nos aînés dans le centre hospitalier, c'est délétère pour eux. Ils reviennent, ils sont déconditionnés, il y a une perte d'autonomie qui s'installe. Et nous, on l'évalue, on dit retour à domicile va être impossible. Donc, on va vous héberger en centre d'hébergement.
Ben, peut-être pas. Fait que si on les prend, puis qu'on les amène, qu'on les évalue comme il faut, on leur pose de temps, puis qu'on les stabilise, ben, je vous dirais que dans la bonne majorité des cas, on est capable de les financer. Alors, c'est ça, comme ça qu'on travaille, et c'est là où on aura un réel impact sur nos niveaux de soins alternatifs pour pas qu'ils fassent leur attente d'hébergement en centre hospitalier, parce que ces lits-là ne sont pas là pour ça. Assurément pas. Puis si on veut de la fluidité, ben, si moi je laisse des gens qui ne sont pas à la bonne place dans les lieux hospitaliers, ben, c'est des chirurgies. Hein, c'est une roue qui tourne. Donc, c'est comment on travaille mieux ensemble en tant que de réseau. Madame ici en avant, puis après Madame. Quatre. Non. Celle de Sainte-Foy et de Le Bourgneuf, c'est 96 personnes dans chacune des maisons, puis des maisons des aînés. Puis, je vous répète, ils sont toutes faits par maisonnée de 12. Les deux de Portneuf et de Charlevoix, là, eux, c'est 48 personnes. Madame en avant. Oui, trois questions. Oui. En ce qui a trait aux inspections et à la vérification de la qualité et du comportement des soignants, oui. Des préposés, oui. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration depuis la pandémie? Oui. D'ailleurs, on a commencé le 5e cycle de visites. On appelle ça des visites ministérielles. Maintenant, c'est des visites d'évaluation de la qualité du milieu. Puis ça a été transféré du ministère vers Santé Québec. Et depuis lundi passé, le 3 novembre, on est rendu à notre 5e cycle. Je vous dirais que le nombre de recommandations a beaucoup diminué comparativement au premier cycle. C'est l'objectif, hein, de travailler les plans d'action pour travailler sur les recommandations qu'on a. À date, on a vraiment des beaux commentaires aussi. Peu de recommandations. En lien avec ça, juste pour préciser, ouais. On a appris pendant la pandémie que les équipes sont averties bien à l'avance qu'il y aura une inspection. Oui. Alors, l'inspection rendait compte de choses tout à fait non standards, vu que les équipes se préparaient à l'inspection. Est-ce que maintenant, il y a des inspections impromptues? Elles sont toujours. Non annoncées. Ben, elles le sont toujours, puis elles ont toujours été non annoncées. En tout cas, moi, depuis que je suis là, même j'étais là durant. J'ai eu mon poste, c'était bien avant la pandémie, là, mais mon poste de directeur que j'ai actuellement, je l'ai eu pendant la pandémie. Et nos visites ministérielles ne sont jamais annoncées d'avance. On reçoit l'avis du ministère pour le nouveau cycle à 9 h du matin. Dans le cycle numéro 4, c'était à 8 h. Le courriel est adressé au PDG. Puis on reçoit le courriel avec nos gestionnaires du site qui est visité 5 minutes après. Fait que les visites ne sont pas annoncées d'avance, mais alors là, pas du tout. Ce que les journalistes nous ont rapporté, c'est que j'étais souvent de façon informelle réannoncée. Ouais, ben, pas dans notre cas, je voyais Annie réagir, pas Annie, mais Annie réagir. Pas dans notre cas, parce que non, je vous le dis. J'ai rien à gagner ou à perdre à vous dire ça, puis ça serait futile. Les visites d'agrément, oui, mais les visites d'agrément, on est content parce que, on le sait d'avance, puis à cette heure, on ne se prépare plus 3 mois à l'avance. On est en continu maintenant pour les visites d'agrément. Mais les visites du ministère, c'est des visites spontanées. Je vous dirais même que dans les sites, parfois, on a plus de recommandations. 6, 7 recommandations. Ils viennent faire une visite, puis on n'a même pas de courriel. Ils arrivent dans le milieu séance. C'est combien de fois par année une visite ministérielle? Un cycle dure 2 ans. Il y a une visite ministérielle par CHSLD. Aux 2 ans. Aux 2 ans. L'autre question, c'est sur la mobilité des préposés, Oui. les changements de personnel très oui. fréquents. Oui. Moi, pour ma mère, pour mon oncle, pour mon frère, j'ai observé que c'était tellement fréquent que ça désorientait oui. Ma mère ou le patient. Est-ce qu'il y a des améliorations de ce côté? Ben, je vous dirais que même si on était stable à 100%, exemple, tout le temps les 6 mêmes pages sur une unité, 2 jours, 2 soirs, puis les 4 le même la nuit, déjà là, vous comprendrez, je vous ai nommé 12, 16 personnes. Puis ces gens-là font du temps complet, pas du séjour. Donc, on double. Fait que déjà, ça fait 32 personnes, même si on était stable à 100%, que votre proche verrait de différent. Avant la pandémie et pendant la pandémie, ça a été vraiment difficile d'avoir de la stabilité. Donc, il envoyait probablement pas mal plus que 32, il devait peut-être en avoir 5 différents.
Bonne nouvelle, depuis 2 ans maintenant, ça s'est beaucoup stabilisé au niveau des ressources humaines. Moi, je ne pensais pas dire ça avant ma fin de carrière, là. Actuellement, on n'est pas en train de gérer de la pénurie dans la capitale nationale. Dans nos CHSLD, on est en train d'habituer nos gestionnaires à bien gérer les surplus. J'ai bien dit des surplus. En semaine, là, des fois, on a plus de monde qu'on a de prévu sur nos unités. Donc, c'est une bonne nouvelle. On sait que ça ne durera pas. Hein? La vie, c'est un cycle. Puis il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. La population vieillit, ben, nos employés aussi. Fait qu'on sait qu'il va y avoir des départs quand même importants à la retraite. Mais depuis 2 ans, on s'est beaucoup stabilisé en termes de ressources humaines. Puis je veux vous rappeler quelque chose de nouveau. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'avez entendu, que ça n'a pas allumé des lumières, là, mais on a été un des premiers établissements au Québec à avoir mis fin à la main-d'œuvre indépendante et aux agences. Ça, là, c'est une fierté qu'on a parce que eux, là, ils venaient travailler, ils partaient, ils ne rentraient pas travailler, ils ne nous appelaient même pas pour nous dire. Fait que la qualité des soins, c'était aussi tout ça. Mais quand on a à dire j'ai personne ou j'ai cette personne-là, ben, des fois, on faisait affaire avec des agents. Puis, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. On avait des excellentes personnes à travers ça, puis on s'assurait quand même de la sécurité, de la qualité, mais il reste que dans la loyauté à l'établissement, on était ailleurs, on n'était pas le patron. Pas vraiment. Le troisième élément, c'est l'attente. Oui. Tu m'avais parlé qu'il y avait, par exemple, cette année, 33 personnes en attente pour rentrer en université. Donc, dans une... Oui, ben, actuellement, aujourd'hui, j'ai dit. Aujourd'hui, parce qu'on suit les chiffres, vous comprenez? Madame, j'espère que ça vous a rassuré quand je vous ai donné le chiffre, ça vous démontre qu'on le suit vraiment. Moi, mon fichier est toujours ouvert. Donc, ce matin, je l'ai regardé, puis on était à 33 personnes dans les hôpitaux. Ça veut dire les 5 hôpitaux de Québec, puis ça comprend aussi les 2 hôpitaux de Charlevoix. Il y en a bien que 33, bravo, mais pour combien de temps ils sont dans ce statut d'attente, là? Ça varie 33 un jour, 42 l'autre jour, 29, oui. 54. Oui. Alors, dans ce groupe de gens-là, ça peut être en moyenne combien de temps d'attente? Et puis combien de fois qu'on change de ressources intermédiaires avant d'arriver dans le CHSLD? Ben, normalement, il n'y a pas de transition dans les RI. Dans les ressources intermédiaires, si vous ne cadrez plus dans la ressource, ça va être une bascule pas mal automatique vers un CHSLD, mais pas dans une autre RI. Moi, j'ai rarement tout ça. Pour revenir sur le temps d'attente, c'est sûr, lorsqu'on a 130 personnes dans les hôpitaux qui attendent pour entrer en CHSLD, le temps d'attente est long. Aujourd'hui, je vous disais qu'on était à 33. Là, 2 semaines, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il restait 13 personnes dans les hôpitaux à un moment donné en attente d'un CHSLD. Donc, on était contents. Mais comme je vous dis, on ne donne pas de crédit pour ça. Parce que je vous rappelle, le roulement dans nos milieux, malheureusement, c'est la vie. Puis la vie, mais c'est quoi? C'est les décès. Ah ben, ça, je savais vous dire aussi que exact. Ça fait que on ne peut pas sortir les ballons là, à cause de ça. Tant mieux, il y en a moins, mais on sait que de l'autre côté de la médaille. Vous médaille. avez parlé de 13 et 33, vous êtes contents, mais parlez-nous des chiffres quand vous n'êtes pas contents. On n'est pas content quand on est avant Noël, puis qu'il y en a 130, 140, que le CHU, à cause des fêtes, va fermer des lits. Puis là, qu'on dit, hey, on va devoir probablement annuler des chirurgies. Là, c'est sûr qu'on se retrousse les manches. On regarde ce qu'on est capable de faire en surcapacité. Puis là, je vous rassure, parce que ça aussi, on entend d'autres choses sur la surcapacité ailleurs. Quand on fait de la surcapacité, on s'assure que c'est une chambre digne de ce nom, avec une fenêtre, une cloche d'appel, un lit, qui ont les mêmes services. On ne mettra jamais quelqu'un dans un garde-robe parce qu'on va libérer du lit, comprenez? Non, mais c'est important de le dire parce qu'on sait que des fois, dans les médias, il y a des choses qui ont sorti. Puis ça ternit encore une fois de plus l'image des mouches. Vous avez dit 2 minutes environ au niveau des agences que vous avez vu, le ministère, il est bon. Moi, j'ai eu des discussions avec mon intervenant. J'ai besoin d'un peu de service, puis Dieu merci pour lui. Mais ça c'est l'an dernier, parce que loin, il m'a déjà dit, il m'a dit, une chance qu'ils sont les personnes, moi, une chance qu'ils sont là, parce que je ne sais pas comment on fait. À ce moment, si vous dites maintenant, si vous dites, il n'y en a plus, comment est-ce que
ce soit le mien ou ses collègues, comment est-ce qu'ils vont faire pour combler, parce que les besoins sont là. Il y avait de l'aide avec les personnes qui travaillaient dans l'agence. Ouais. Là, s'ils sont plus là, ça veut dire qu'en clair, en toute la ligne, c'est-tu les usagers qui vont payer? Non, je vais vous rassurer. Avez-vous compris la question? Oui. Oui, ben, je vais le répéter. Il y en a qui font signe que non. Vu que j'ai nommé qu'on n'avait plus d'agence de main-d'œuvre indépendante dans nos milieux, quand je dis nos milieux, c'est pas juste dans les CHSLD, c'est tout le SUS. Hein. Est-ce que la tâche a été qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que ça tombe sur les épaules de vos propres employés? La réponse est non. Parce qu'une grande partie de ce monde-là, on les a embauchés. On en a pas loin de 400. Oui, il y en a plusieurs, là. J'ai des gestionnaires, moi, la nuit, là, ils tapaient sur la tête, pas sur la tête, mais sur l'épaule de l'infirmière d'agence, puis ils disaient, tu sais, la semaine prochaine, là, tu viens de me porter ton CV, là, parce que samedi à minuit, ton contrat est fini. Puis notre plus grand ennemi, plus grande difficulté pour mettre fin à la main-d'œuvre, c'est que tout le monde n'y croyait pas. Le monde disait, ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils vont arrêter ça. Hein? Nous, là, Capital National, on y a cru. On avait un levier incroyable qui était la loi que le ministre Dubé a fait. Puis on était dans la première phase. Hein, vous savez, première phase urbain, dans Québec, Montréal, Sherbrooke. Deuxième phase, c'était semi-urbain, la Mauricie, l'Outaouais, puis la Montérégie. Puis la dernière phase, celle qui a commencé et qui doit finir en octobre 2026, c'est les régions éloignées. Bon, je ne le cache pas, ça va être probablement un peu plus dur pour eux, parce qu'on sait, les gens font beaucoup de in et out, puis quand le contrat va finir, il y a des chances. Mais ce qui nous a aidé aussi, c'est que tout le recrutement international. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu chez McDonald's là, que ça a changé, puis qu'on voit des gens de l'international dans nos CHSLD, dans ceux qui sont aussi des infirmières, des programmes que le gouvernement a mis en place pour nous aider, pour recruter des infirmières en France avec des programmes de formation accélérés. Fait que, je vous le dis, là, ça a vraiment aidé, puis on a plus de monde qu'on avait avant dans nos structures. En clair, donc, il n'y a pas eu de tout. Il n'y a pas eu de clash. Port-Neuf, fin France, Port-Neuf, 5 à 6 millions, on les a eu à l'œil parce qu'il aurait pu y avoir un risque de prix de service. C'était justement pour ça que j'ai posé la question. Ouais. Donc, on a travaillé. Ça a changé, oui. On l'a entendu, mais en bout de ligne, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de prix de service dans nos secteurs. On est vraiment contents. Une dernière question de madame, puis après ça, on va tourner parce que je pense qu'on va manquer de temps. Pardon? Oui, on va prendre la question ici, puis on va prendre la question en ligne après. OK. On prend ici, puis on prend en ligne après. Les gens dans le service. Sur les gens qui ne peuvent pas faire eux-mêmes. Comment ça arrive? Je sais que ça a amélioré les plaintes, les petites personnes, on essaie de diminuer les gens, aller moins souvent à la toilette, peut-être moins ici, peut-être moins ça, et je ne peux pas aller à la toilette. Non, c'est Mélanie, pour les. Oui. Effectivement, mais il ne faut pas généraliser. OK? Je vous rassure, c'est pas tout le monde, c'est pas loin de là. C'était pas un mot d'ordre. C'est loin un mot d'ordre, puis je vous ramène au début ce que je disais, oui, partenariat public-privé. Donc, tout ce qui est soins d'assistance, préposé, tout ça, c'est le promoteur. Ça n'a rien à voir avec le public. On parle de CLSC. Mais du côté CLSC, dans une RI, il n'y a pas de soins d'assistance. Donc, moi, aller à la toilette, tout ça, ce n'est pas les infirmières qui les conduisent à la toilette. C'est le promoteur. Donc, c'est comment on le fait. Puis, il n'y a vraiment pas de mot d'ordre qui a été donné. Il n'y a vraiment pas de mot d'ordre qui a été à ce niveau-là. Aucunement. Non. Non, mais ça me désole de vous entendre en toute transparence, mais il n'y a pas de mot d'ordre là-dessus. Le mot d'ordre que nous avons, c'est oui, de se ramener à notre équilibre budgétaire. Absolument. Cela dit, sans toucher à la qualité de nos services. Donc, ça s'appelle, on se réorganise à l'intérieur de ce qu'on a, on optimise le processus, on revoit différemment, mais non pas de diminuer un besoin aussi à la base d'une pyramide de Maslow, si je peux le dire ainsi.
dans la salle de bain. Ça, c'est sûr. Oui. Ah non, les poules, les poules, ça veut dire. Oui. Parce que pendant la pandémie, c'était 3 mois. Il y a des gens qui ont c'est pas leur pharmacie. Tout compris, comment ça fonctionne, mais c'est pas leur pharmacie. Parlez-vous d'infirmière auxiliaire ou d'auxiliaire familial? Vous répondez au ministère? Pour les préposés aux bénéficiaires, on sait que durant la pandémie, le PRO avait créé ce qu'on appelle l'attestation d'études professionnelles, l'AEP, c'est un cours accéléré en 3 mois. Puis ils arrivaient tout de suite sur nos CHSLD, mais ils étaient quand même en duo, en salle. C'était pas tout Je seul. ne vais pas venir en RPA ou c'est. C'était vraiment juste chez nous en CHSLD à cause de l'encadrement, justement, qui avait été rehaussé. Puis le fait qu'on pouvait les pairer avec d'autres personnes, puis ça demeure quand même sécuritaire. Ça aussi, ça nous a aidé à mettre fin à la main-d'œuvre indépendante à quelque part. Parce qu'on a commencé justement avec les préposés aux bénéficiaires. Avec les infirmières qui ne nous croyaient pas, qui voyaient les préposés d'agence partir, ils commençaient à nous trouver pas mal sérieux. Ça a eu un effet d'entraînement. Mais ils suivent une formation en Pierre-Cour. Non, ils suivent le cours. Maintenant, je pense que c'est un cours, je ne vais pas aller dans les chiffres parce que ce n'est pas la grosse formation de 878 heures. Plus de temps. Oui, c'était 900 heures avant. Maintenant, c'est peut-être plus dans les alentours de 675, mais la portion de stage a été augmentée et rehaussée en CHSL. C'est la même chose pour les étudiants. Oui, ben là. Ça dépend du milieu dans lequel lequel c'est. On parle du public CHSLD. Voilà. Puis le public, du côté soutien à domicile, nos gardes, ça, c'est la même chose. Hein? Nous, on a les mêmes exigences, sont payés, c'est correct. Pour ouvrir un morceau de fromage, tout ça, si on est dans un encadrement où le recrutement est fait par un établissement privé, bien, vous comprendrez que je n'ai pas beaucoup de droits de regard. Cela dit, on a des instances qui travaillent avec nous pour accompagner et s'assurer qu'on développe ces personnes-là, qu'on s'assure qu'il y ait de la formation requise pour être auprès des usagers, puis on travaille ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. On va prendre la dernière question en ligne. Après ça, on va avancer parce que je pense qu'on manquait de temps. Est-ce que la Chambre voit plus précisément à Saint-Hilaire Oui. à la maison des études, est-ce qu'il faut que le personnel nécessaire afin que les revenus soient actifs? À Saint-Hilarion, actuellement, on a une seule maisonnée ouverte de 12 parce que le contexte de ressources humaines dans Charlevoix ne nous permet pas encore d'ouvrir les 3 autres maisonnées de 12. Donc, il nous reste 36 lits à ouvrir du côté de Saint-Hilarion. On est en train de faire en sorte d'avoir des préposés aux bénéficiaires, qu'on a des infirmières de l'International qui sont actuellement en cours pour faire en sorte qu'on vise d'ouvrir la 2e maisonnée en septembre 2026, là, dans l'automne prochain. 750, je savais que ce n'était pas le 900, mais 750. Merci. Donc, si on continue dans notre continuum, soins palliatifs, donc, nous avons là des unités de soins palliatifs à mission communautaire. Donc, ça veut dire que la priorité d'admissibilité à ces unités-là proviennent du domicile et non pas des centres hospitaliers vers ces unités-là. Des soins palliatifs à domicile. Donc, nous avons dans chacun des secteurs une équipe interdisciplinaire dédiée en soins palliatifs, experte en soins palliatifs, et ils ne font que ça. Et au milieu d'hébergement, on a dans les équipes dédiées, assurément qu'on fait le soin d'aide médicale à mourir également, soit du côté d'établissement ou à domicile. On donne le soin de sédation palliative aussi continue dans l'ensemble du continuum, donc incluant le soutien à domicile. Et nous sommes la seule région, on en est très fiers, d'avoir un centre de jour pour personnes en soins palliatifs. Il est du côté du centre de jour de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Le deuxième centre de jour, c'est celui de la maison Michel Sarrazin, avec qui on travaille très étroitement. À la mission communautaire, ça veut dire que ces unités-là, c'est vraiment à l'intérieur d'un établissement, mais on donne la priorité à la communauté. Ça veut dire que je suis à la maison en soins palliatifs suivis et moi, je ne désire pas décéder à domicile. Je vais être priorisée dès qu'il y aura un lit disponible pour aller vers ces unités-là. Et non pas donner une priorité à un patient qui est dans un lit d'un centre hospitalier pourrait passer devant cette personne-là. C'est ça que ça veut dire. Donc, la communauté, oui. Donc, c'est pas référence à des organismes. Non. C'est quoi la communauté? La communauté, c'est donc tous les usagers qui sont suivis dans la communauté, donc par les équipes de soutien à domicile. On est en soins palliatifs, on accompagne et on dit, moi, je ne veux pas décéder à mon domicile. On va dire, bien, voici les unités ou les établissements qui s'offrent à vous, incluant Michel Sarrazin. Et après ça, bien, on dirige votre demande selon le lieu de votre choix. Nous avons des lits de soins palliatifs à Chauveau, au Jeffrey Hill. Nous avons des lits à l'USMQ. Nous avons une unité de soins palliatifs au foyer de Charlebourg. Nous avons réintégré Sainte-Anne-de-Beaupré, nous en sommes très fiers. Donc, et Michel Sarrazin, assurément. Et pour tout le volet polyhandicapé, pédiatrique, la maison Suzanne Vachon, Laurent Lémerveille, Suzanne Vachon. Donc, prochaine diapo. Donc, l'offre de service en soins palliatifs à domicile. Donc, je vais y aller très rapidement. On veut assurer le maintien de l'accompagnement dans le milieu de vie de la personne. On veut répondre à ses besoins, qu'ils soient physiques, psychologiques, spirituels. On est vraiment là en accompagnement de la personne sur l'ensemble des sphères et soutenir les personnes proches aidantes dans l'évolution de la situation. Donc, on accompagne l'ensemble. Si la personne elle est seule, on convient avec elle du plan jusqu'où on va, mais on est vraiment la partie intégrante avec la personne proche aidante, et ce, jusqu'au décès, si c'est le souhait et que la situation le permet. Personne qui a les soins palliatifs à domicile, c'est plus cher que si elle avait les soins dans le reste. Non. Puis, dans la question, dans toutes les personnes qui passent par les soins palliatifs, c'est quoi le pourcentage de celles qui font à domicile versus celles qui font dans les centres? Les soins palliatifs, je dirais, une grande majorité débutent à domicile. Et très peu finissent dans un centre. Dans la capitale nationale, on a une centaine de lits à peu près. Puis je vous dirais que beaucoup de décès à domicile, beaucoup de décès s'en vont dans un centre pour le dernier 24 heures. Donc, on les rend très loin à domicile maintenant. Oui. Pour les soins palliatifs à domicile, oui. Quel soutien offrir à la personne qui s'occupe du mourant? Répit, gardiennage, on peut avoir du soutien pour tout ce qui est AVD, donc des activités de la vie quotidienne. On peut aider avec des papas roulantes. On travaille avec les organismes communautaires. Est-ce que ce sont des soins suffisants? Et on va répondre aux besoins. On va voir avec la famille quel est le besoin, puis on va convenir de ce qu'on peut répondre avec l'ensemble des prestataires de services oubliés. On a des soins spirituels qui viennent à domicile aussi. Alors, est-ce que c'est parfait? Peut-être pas. Mais c'est jusqu'à maintenant le taux de satisfaction pour les soins palliatifs à domicile est très grand. Est-ce que vous considérez que la filière c'est quelqu'un qui a oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement les mêmes services. Donc, vous voyez ici là l'ensemble des professionnels qui travaillent au sein de l'équipe dédiée en soins palliatifs à domicile, avec les zones partagées, avec la personne et la famille, fait partie intégrante. Et c'est là où on prend tout.
son sens de décision partagée. Nous ne sommes pas là comme experts pour vous dire quoi faire dans votre fin de vie ou dans vos soins palliatifs. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre choix de vie et faire en sorte que ça se passe le mieux possible selon le respect des souhaits et en toute dignité de la personne. Donc, on accompagne avec l'ensemble des équipes. On a des médecins consultants qui travaillent avec nous si on a besoin de changer rapidement les molécules. Donc, on travaille très étroitement avec l'ensemble de ces professionnels. J'ai eu vent de RPA où la personne vivant en RPA désirant des soins palliatifs à domicile recevait des pressions pour ne pas choisir de mourir à domicile. J'ai observé des pressions des voisins, de toutes sortes, pour ne pas garder au RPA des personnes à un point qui sont rendues aux soins palliatifs. Peut-être, mais est-ce que vous avez des moyens de conscientiser, par exemple, assurément, les équipes de RPA, assurément, gérer cette sorte de pression sociale qu'il y a des clients, il y a des habitants de RPA? C'est quoi qui, je serais curieux de voir, c'est quoi qui sous-tend cette pression-là? La peur, Bien sûr, la peur. Bien sûr, dans les RPA, c'est connu. Nous, on est bien, on est en santé, on ne veut pas être entouré de gens pauvres et malades. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on travaille très étroitement chez nous. On est en collaboration avec une direction qui s'appelle la Direction de la qualité d'évaluation de performance éthique. Et on a des caucus avec l'ensemble des promoteurs de la RPA. Et quand il y a des situations comme ça où la famille vit la pression, bien, il y a toujours possibilité, via le commissaire au plan, de faire un signalement puis d'adresser ça. Et nous, par la bande, on va le prendre. Mais c'est le choix de la personne. Vous êtes en RPA, vous êtes considéré dans votre domicile au même titre que vous avez un logement, au même titre que vous avez votre bonne. C'est la même chose. Par contre, là où il y a plusieurs types de résidences privées pour aînés et ils ont une offre de service. Donc, à l'admission, ils vous présentent leur offre de service et c'est un contrat entre le promoteur et l'usager. Moi, je viens offrir des soins services. Et s'il y a des enjeux, il faut adresser aux bonnes... Pardon? Ça peut coûter ça. Il faut garder ça en tête. Tout à fait. La qualité, oui, mais associé à tout, c'est tout. Tout à fait. Mais très honnêtement, moi, je n'ai pas vécu ce que vous m'avez dit aujourd'hui, puis ça n'avait pas été porté à mon attention. Fait que ça a dû être éteint à quelque part. Oui, monsieur. Je vois le professionnel en soins spirituels. Oui. C'est un intervenant en soins spirituels. C'est un domaine que je connais bien, là, où il y a depuis plusieurs années. Dans le fond, dans la capitale nationale, on est choyé parce qu'on a le Centre de spiritualité santé, qui est sous l'égide du Québec. Ils ont la fiducie de tous les intervenants en soins spirituels de Québec Métro qui travaillent soutien à domicile, soins palliatifs, qui travaillent dans les hôpitaux, bien sûr, mais qui travaillent beaucoup aussi en CHSLD. Avant de s'appeler le Centre de soins spirituels, ça s'appelait le Comité de pastoral en santé de Québec. Vous comprendrez qu'on a fait le virage. Hein? C'est ça, je me demandais si c'était des religieux, si c'était du monde. Ça dépend du soin. Il en reste un peu, mais très, très peu. Maintenant, je vous dirais que presque 90% des gens sont des gens comme vous et moi, des civils, qui ont une formation d'un diplôme d'études universitaires de second cycle là, en intervention spirituelle, qui deviennent des intervenants en soins spirituels. C'est des accompagnateurs de fin de vie, mais de toute situation de deuil XYZ. C'est un offre de service intégrante dans le réseau de la santé au Québec. Ben, entre autres, à Québec, on est choyé parce qu'on a fait un des figures de fou, on est encore dans la province. Oui, souvent, personnage, une théorie dans la presse, médecine de la spécialisation palliative, elle a libéralisé le on parle de soins palliatifs à domicile. Il y a à Montréal, probablement Québec aussi. Oui, au besoin. Oui, c'est pas dit. Tout à fait. Puis, on travaille très étroitement avec la direction concernée de la direction de la santé mentale, déficience et itinérance. On travaille très étroitement quand on voit des besoins.
avec les équipes du soutien à domicile, mais on travaille pour s'assurer de bien répondre aux besoins et faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour cette personne. Assurément. Madame. Oui, Jerry. Oui. On est loin. C'est ça c'est la fin. C'est un offre de service. C'est une offre de service à l'intérieur des soins PAD. Oui. Donc, les différentes collaborations, ben, beaucoup de ressources communautaires. On a vraiment des accès d'infirmières de garde en dehors des heures horaires. Et ça, c'est pour l'ensemble de la clientèle. Que soit vous avez une opération, vous avez un appareillage quelconque, ou vous êtes en soins palliatifs, et nous avons des infirmières qui répondent sur les heures défavorables, jours fériés, fin de semaine, en tout temps. C'est quoi Albatros? Albatros, c'est un organisme communautaire qui est dans l'accompagnement, notamment là, en accompagnement pour les gens en soins palliatifs, sont formés, viennent aussi dans nos CHSLD, tout ça, c'est vraiment un organisme communautaire en soins palliatifs avec lesquels on travaille très. On va accompagner les personnes seules. Les personnes seules, souvent, oui. Pas personne décède seule. Ça peut être ces personnes-là qui sont, ce que je disais tantôt, là. Intervenant en soins spirituels? Non. Non, c'est complètement différent. Eux sont vraiment dans l'accompagnement humain. Oui. Il y a des formations, c'est sûr, là, pour bien accompagner la personne, mais c'est pas dans l'accompagnement spirituel, niveau professionnel, c'est un accompagnement humain, tenir la main, jaser, pas que la personne demande d'autres choses, je ne veux pas diminuer, mais c'est pour pas que la personne soit seule. C'est c'est un service vraiment apprécié. Mais on passe par vous pour avoir le Pas du poste ou on Pas du passe tout. directement Sur le site, vous pouvez communiquer directement avec eux. Et assurément, comme je vous disais, toute notre mission communautaire, on a un accès quand même privilégié à certains titres si la situation fait en sorte qu'on nous demande de ne pas décéder à domicile, puis on voit l'état de santé qui devient plus précaire. Donc, on peut avoir un accès privilégié. Donc, les alternatives là, au domicile pour les soins palliatifs, elles sont là. Je pense que je ne les énumérerai pas, là, c'est assez clair. Hein? On est dans une unité de soins palliatifs, nos maisons ou nos centres hospitaliers. Donc, soutien à domicile et l'ensemble de nos partenaires. Dans la capitale nationale, nous collaborons avec 132 résidences privées pour aider. Combien de pas? On était à presque 16 000 portes. Là, avec les variations, les portes, ça ne veut pas dire un usager en avant. Des fois, il y a des couples en arrière. Fait qu'on ne peut pas faire. Et là, avec la variation, il y en a qui ferment de la vacance, tout ça, là, je ne peux pas m'avancer sur le chiffre exact. C'est vraiment une approximation. Le puits des portes aidants, même pas les puits de section. Ça fonctionne parce que les gens, avec il y a eu un divers délire de la c'est du coup de C'est la vie. C'est la Prochaine. tout prochain date. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est en plein ça, effectivement. Puis, nos partenaires avec Papa Coulante, les centres d'action bénévoles, les entreprises d'économie sociale, d'aide à domicile. Donc, comment on travaille avec eux pour donner des soins d'assistance à la personne quand ils viennent nous prêter main forte. Un peu comme vous disiez, hein, on n'a plus de main-d'œuvre indépendante avec qui vous travaillez, mais on travaille avec l'ensemble des prestataires autour pour répondre à l'ensemble des besoins. Société Alzheimer travaille aussi avec eux différents projets pour maintenir dans la communauté puis des activités pour toutes les personnes ayant des troubles neurocognitifs et l'appui proche aidant, et j'en passe parce que tous et chacun, comme je vous disais d'entrée de jeu, soutien à domicile ne peut pas appartenir en responsabilité uniquement au CIUS de l'égalité nationale, mais c'est une vraiment partagée. Est-ce que je peux poser une bizarre question? Il n'y en a pas de bizarre à ici. On vieillit toutes. Oui. On est toute une gang de bénévoles dans diverses fonctions. Oui. Est-ce qu'il y a des prévisions pour, alors que ces personnes-là vont devenir des bénéficiaires,
est-ce que les prévisions pour essayer d'intéresser l'intergénérationnel dans ces secteurs? Oui. Les plus jeunes, prendre la place. Ben, Oui. moi, je peux parler pour la partie CHSLD. Durant l'été, on embauche des étudiants. On a la fondation SUNY, S-U-N-N-Y, qui, justement, embauche des jeunes, les fait travailler à l'intérieur de nos CHSLD. Puis ça promeut à quelque part aussi le bénévolat. Avec les visites ministérielles que Madame parlait tout à l'heure, on a depuis la pandémie une norme à réussir qui est l'ouverture sur la communauté. L'ouverture sur la communauté, moi je l'ai souvent dit, là, le CHSLD, là, c'est la continuité de la société. Là. Moi, j'avais déjà appelé un policier parce que j'avais un résident qui avait été volé du tête chez GA. Il disait, ben voyons donc, monsieur, il dit, c'est un monsieur qui est en CHSLD. Ben, je dis oui. Quelqu'un fait la rue, elle dit, ben, on ne fera rien parce qu'il est en CHSLD. C'est la société, là, tu sais. Je donne l'image, là, elle frappe, mais c'est quand même ça. L'ouverture sur la communauté, elle a deux fonctions. Ouvrir les portes des milieux de vie, des CHSLD et des maisons des aînés, parce que c'est des milieux ouverts dans la communauté. D'ailleurs, celle qu'on a construite, la maison des aînés, là, Sainte-Foy, on a vu la vieille église de Saint-Louis-de-France, elle est dans un quartier complètement résidentiel. C'est pas par hasard, parce qu'on veut que les gens y aillent. Il y a une école à côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la maison. Bien, à côtoyer les aînés, à côtoyer le milieu, ces gens-là développent une affiliation, puis notre mission, notre objectif qu'on se donne, c'est d'en faire des futurs bénévoles. C'est dans ce sens-là. Puis on a quand même, au SPUS, la direction des services multi, il y a le département du bénévolat et des soins spirituels. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui travaille là-dessus. On fait beaucoup de promotions pour avoir des bénévoles dans nos musées. Puis certains RPA, on entend parler avec des étudiants, là, on te loge, mais tant que vous donnez tant d'heures de bénévolat, donc certains, c'est dans le privé. On le voit de plus en plus là, apparaître. Donc, c'est ainsi. Oui, madame. Les soins de domicile, les soins de domicile, temporairement. Je parlais de mon professionnel en 2024. Je suis convaincue, je suis pratiquée avec le nom. Depuis 70 ans, je suis très obligée d'aller à l'hôpital. Et j'étais régulièrement pendant 4 mois. J'étais très médicamenteuse. Je suis arrangée avec des amis, tout ça. Moi, je me disais, il faudrait être l'aide, mais c'était tellement nombreux. Et personne n'a appris pour moi. J'ai passé 1 an et demi. Je suis survécue. Maintenant, je suis obligée de me guérir. Je suis survécue médicalement. Je suis devenue moi-même. Est-ce que j'aurais dû avoir de l'aide? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Le numéro de téléphone que j'ai donné aux amis, aux enfants, aux conjoints, puis on aurait répondu présent. Assurément. Ben oui. Oui, le ménage, ben, c'est pas une suite, mais on vous aurait référé à la bonne entreprise de votre secteur pour dire, OK, on a besoin d'aide, perte d'autonomie, tant de temps. Et là, on aurait travaillé avec vous. Tout à fait. On aurait tout travaillé ça avec vous. Oui, tout à fait. Service d'ergothérapeute, nos AS, nos auxiliaires de santé et services sociaux, vous auraient montré les bonnes techniques, travailler avec vous, on appelle ça de faire des grilles d'entraînement pour regagner votre autonomie. Oui. Alors, mais vous auriez pu avoir la fusion à domicile aussi. Puis, tout dépendant de la situation, ben là, nous, on marche tout dépendant de la criticité de la situation. Il y a toujours des priorités. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en soins infirmiers, pour dire quelque chose, il y a des pansements, il y a des choses à faire. Ben, on va rentrer dans la journée même s'il faut. Et ça va être la même chose, travailleur social, tout dépendant de la situation. Donc, il faut vraiment, oui, vous appeler parce que c'est pas juste au long cours. Je post-op, je vais enlever des agrafes, la personne est confinée à domicile, je vais aller y enlever le lendemain. Ça, c'est sûr. Oui. Mais je ne savais pas. Oui, puis maintenant, ce qui est important, tu sais, puis il faut comprendre quand on dit ben, comment vous allez faire répondre aux besoins, puis qu'on veut rester à la maison, ben, il faut nous appeler, puis nous, on va vous diriger, on va vous accompagner vers le bon endroit. Ça ne veut pas dire que ça va être les services d'ici qui vont répondre à vous, mais comment
moi, je vais guider pour avec le bon prestataire pour faire les étapes pour s'assurer qu'on arrive. Ben oui, ben oui. Il y a 5 questions. On va prendre les monsieur on va répéter le numéro de téléphone. Oui, je vais le répéter, assurément. Monsieur Anafis. Une question. Tous les liens que vous faites à partir des maisons, des CHSL, des aides à domicile, et ainsi de suite, dans les prévisions que vous avez, j'imagine les coûts. Les coûts, en tout cas, on entend dire que aller à domicile, ça coûte moins cher. De garder les gens le plus longtemps possible à domicile, ça coûte moins cher. Ça libère des lits à l'hôpital, libère des lits à l'hôpital, libère des places dans les CHSLD. Quelle est votre vision? Là? Assurément. Que pour l'État, coûte moins cher parce qu'on n'a pas le côté bâtiment. On s'entend? OK? Mais il faut faire attention. Parce que le soutien à domicile, si on ouvre la porte à répondre aux personnes où je vous donne un exemple, là, un peu banal, on a une prescription médicale de dire prise de sang à domicile, mais la personne arrive du cabinet. Ou arrive puis va à l'épicerie chez la coiffeuse. Mais c'est pas vrai que ça coûte moins cher à l'État peut-être, mais sur le volume de demande, pour répondre à un bon besoin, c'est pas vrai que ça coûte pas cher parce que c'est une infirmière ou un professionnel qui se déplace pas d'accord. Ma question n'est pas vraiment là. Ma question est du fait qu'on fasse ça. Ça Oui. libère des places, libérer des places, ça donne de. Ça va permettre un accès aux meilleures personnes au bon moment, assurément. Je rajoute le fait qu'on entend que c'est moins cher, puis si c'est moins cher, bien, tant mieux. Oui. Alors, donc, vous allez avoir des budgets, parce que quand vous entendez tantôt, vous entendez que ça va être coupé, bien, on peut bien réorganiser, essayer de. Il y a une limite à Il y a une limite à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pas sans frais non plus soutien à domicile. Il ne faut pas interpréter qu'on dit que c'est sans frais. Julien dit moins cher. Oui. Oui, c'est On vrai. ne va pas parler de CLC. À quoi ça sert? C'est utile? Oui. À quoi ça sert? CLSC, c'est nos centres locaux de services communautaires. Alors, vous allez là, puis il y a quand même maintenant des infirmières. Quand vous prenez des rendez-vous, puis vous êtes capable de vous déplacer sur Clic Santé pour avoir une prise de sang, vaccination, il fut un temps où il y avait des médecins à l'intérieur des CLSC, là, puis c'est de voir avec comment ils vont réorganiser ces portes d'entrée-là. Là, il y a des nouvelles orientations qui s'en viennent, mais les CLSC sont là aussi pour vous aider à vous orienter dans c'est quoi vos besoins, puis faire en sorte qu'on puisse vous aider à répondre. Ils ont des infirmières. Oui, tout à fait. Alors, on appelle au CLSC, on a le service médical. Eh bien, pas nécessairement médical, c'est pas tous les CLSC à lesquels il y a des médecins. On a des CLSC qui ont des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées. Puis les médecins, ben, il y en a dans quelques heures, mais il faut prendre des rendez-vous avec eux. Là, ils font plus de 100 rendez-vous, là, les CLSC. C'est des suivis cliniques davantage. Donc, vous avez eu une opération, votre médecin est au CLSC de famille, vous allez aller là, mais vous ne pouvez pas avoir accès à 100 rendez-vous comme ça à différents soins. Puis le CLSC est la porte d'accès aussi. Pour les personnes âgées. Oui, ben, puis pour toute la vie, là, des femmes enceintes vont au CLSC pour des suivis de grossesse. C'est ça. Et après ça, ils vont pour les vaccinations, les jeunes bébés, etc. Puis après ça, on a tout le volet jeunesse, on a tout le volet santé mentale communautaire aussi. On a toute l'équipe des déficiences intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme et des déficiences physiques aussi. Il y a des services de CLSC aussi. C'est ça. Oui, beaucoup de choses, effectivement. Oui, c'est une porte d'entrée. D'ailleurs, c'est une volonté du gouvernement actuel, là, de Santé Québec, de les remettre de l'avant. les remettre de l'avant les portes d'entrée de CLSC. Merci. Parce que souvent, c'est Oui, hein. pour Madame? Oui, c'est des soins de proximité, c'est vrai. Madame, ici, en avant. Une suggestion, de nous dire que les intervenants, s'il y a possibilité de continuer votre présentation, passer les questions à la fin. Oui, presque on peut faire ça. presque fini. Il y a beaucoup il y a des diapositives qu'on va passer Parce qu'on rapidement. vous a donné beaucoup d'informations. En répondant aux questions, vous allez voir, on a répondu pas mal. Fait qu'on on se dit quelle heure? 24. On se dit jusqu'à écran, on ne prend pas de questions. On fait, si après ça vous avez des questions, on va toutes les prendre. Ça vous va? Disponible, c'est juste pour
Ah, Merci d'avoir. Soyez sans crainte, on a libéré notre après-midi pour vous. nous, on est là pour vous, là. Aucun problème, inquiétez pas. Admissibilité au service social admissible. Je vous ai parlé de politique nationale, je vous ai parlé de toute personne, peu importe son âge. 0 100 ans, si à domicile, c'est ce qu'on doit entendre. Il y a une incapacité temporaire ou permanente. Madame, voilà. Et donc, la cause peut être physique ou psychosociale, qui doit recevoir à son domicile une partie ou la totalité des services requis. Une partie, pourquoi? Personne en situation de handicap. Il est autonome, il va travailler, mais pour sortir de son lit et partir sa journée, il a besoin d'aide du soutien à domicile. On va répondre présent, il part et socialement, il va être autonome, puis il va être capable d'aller travailler, puis faire ses choses, puis aller chercher ses soins au CLSC de Cochon. Avoir accès, 418-651-3888. On l'a dit tantôt, on le redit là. Je le redis, OK? Un seul numéro de téléphone, 418-651-3888. N'importe qui de votre entourage peut appeler. Mais nous, on va vous rappeler, puis on va s'assurer d'avoir votre consentement. Aucun soin de service qui va s'établir sans consentement de la personne qui sont proches, c'est important. Avoir une vision de question tantôt, c'est un grand groupe. L'admissibilité, soutien à domicile, la personne doit être confinée à domicile. On considère que les incapacités sont suffisamment grandes pour dire « mais à risque de sortir ». Il est plus pertinent cliniquement que nous ayons faire le soin à domicile. Je vous donne un exemple. Vous êtes l'aidant, puis vous avez besoin de soins, mais si vous sortez, bien, vous devez avoir un service de gardiennage pour vous aider. Ça ne tient pas la route, on va y aller. Donc, c'est un peu ce qui est vraiment là, préconisé de notre côté. Et pour les usagers qui sont non confinés à domicile, donc sont capables de vaquer, aller à l'épicerie, chaque coiffeuse de temps en temps au cabinet de médecin, vont être dirigés vers nos services de proximité qu'est le CLSC avec lequel on travaille très étroitement, notamment pour les suivis de santé physique, là, pour les post-chirurgie. Admissibilité encore au soutien à domicile. Vous voyez là, les besoins ici là, de soutien attestés par on va évaluer vos besoins avec vous, puis on va s'assurer d'orienter la demande vers le bon programme service. Le consentement, je l'ai nommé. Puis comment faire pour obtenir des soins services? Ben, voilà, vous avez pour faire une demande soutien à domicile. Vous recevez déjà d'autres services. Une infirmière, vous en voulez plus pour en parler premièrement. L'infirmière, elle va tout faire ça pour vous. Vous n'en recevez pas, c'est le numéro que je viens de vous donner. Puis, vous avez un rendez-vous à votre clinique médicale. Vous pouvez leur en parler. Ils vont nous faire la référence pour vous directement. Un seul formulaire pour eux aussi, pour nous joindre. Donc, c'est vraiment, vraiment plus simple. Et ce que je vous disais aussi, le 8A1, n'oubliez pas, c'est l'option 1 si vous décidez de prendre ce voie-là. Et suite à votre analyse du besoin prioritaire, donc ce qu'on fait à l'accès, on valide avec vous, c'est quoi votre priorité, votre besoin prioritaire répondu. Et là, ça enclenche une demande qui va être dirigée vers le bon programme service et le secteur là où vous êtes. Quels sont les services possibles? Soutien à domicile. Donc, on a les services professionnels, travailleurs sociaux, ergo, nutrition, physio, techniciens en physiothérapie, les services de soins spirituels, soins infirmiers, soins d'assistance, donc nos auxiliaires de santé, services sociaux, infirmières auxiliaires, et toute la garde qui est disponible maintenant dehors des heures ouvrables. Et oui, il y a des services médicaux. On a des médecins et consultants qui nous aident aussi, particulièrement en soins palliatifs, cela dit. Et pour les activités de la vie quotidienne, donc toute l'assistance à la personne, vous voyez ici l'ensemble des services qui sont inclus dans notre offre de services, donc soins d'hygiène, alimentation, habillage et déshabillage, entretien de la personne, et j'en passe.
on prend vraiment là, tous les soins et services qui sont pour aider la personne dans ses activités de la vie quotidienne. Pour les activités de la vie domestique, souvent, c'est l'entretien ménager, les repas, tout ça. On va faire en collaboration avec les entreprises d'économie sociale, nos coops de services, des organismes communautaires, mais il peut arriver que ce soit nos propres employés parce qu'on a un souci, une complexité de la situation ou on a un souci de regrouper les soins et comme ça, ben, tout le monde est gagnant puis on veut vraiment s'assurer d'avoir une stabilité de personnel autour de l'usager. Défi surveillance, donc ça fait partie de notre offre de service également. On est proche aidant. Oui, il y a l'usager, mais il y a la personne proche aidante. Pour nous, ça vient ensemble. Donc, comment on travaille avec la personne proche aidante pour s'assurer qu'elle ne s'épuise pas, comment on la rend plus compétente, comment on comprend, mais comment aussi on lui permet de prendre une pause pour vaquer à ses occupations à elle. Donc, le répit, ça peut être en centre de jour, ça peut être à la maison, qu'on regarde. C'est du répit gardiennage. On s'occupe de la personne, qu'on surveille pendant que l'autre personne peut aller faire ses commissions. Et présence surveillance peut arriver où on a une situation où il faut intensifier du côté du domicile. Il peut arriver. Je dirais dans une mesure exceptionnelle, mais qu'une certaine situation sur un court laps de temps fasse en sorte que nous, déplaçons du personnel 24 heures, faire en sorte qu'on permet le maintien à domicile jusqu'à la toute fin ou le temps qu'on puisse relocaliser dans un endroit sécuritaire en rétrosolution. Quand le soutien à domicile ne suit plus, ben, avec l'agrandissement, c'est un peu le continuum qui arrive avec nos résidences privées, nos projets novateurs. On a quand même là, un bon pack de lits incluant l'hébergement. Les questions à exposer. Plusieurs aspects doivent être considérés pour prendre la bonne décision. Bien choisir l'endroit où sera hébergée la personne qui vous est chère. C'est quand même important de voir, ben, OK, je suis rendu là, puis comment? Mais nous, les équipes de soutien à domicile accompagnent les proches à se poser des questions. C'est quoi les services dont on a besoin? Est-ce que tous les services nécessaires sont encore possibles à la maison? Si la réponse est oui, puis vous dites restez chez vous, on va pouvoir le faire ensemble. Sont-ils disponibles dans le milieu que j'envisage? Des fois, à domicile, j'ai plein de services, puis là, on décide de je m'en aller dans un RPA, j'ai été mal accompagnée, je m'en vais dans une RPA autonome, j'ai plus de service. Fait que ça peut aussi pas être aidant, mais on nous l'a mal expliqué. Est-ce que mon proche, qu'est-ce que mon proche souhaite? Hein? Moi, je peux rester, mais mon proche, lui, jusqu'où il est prêt à m'aider et vice-versa. Quelle somme peut-on allouer au logement? Soutien à domicile, quand on s'en va dans une résidence privée pour aider, vous avez entendu la conférence de presse sur les allocations personnalisées, qui est une genre d'allocation personnalisée à la personne que soutien à domicile peut vous offrir pour répondre aux besoins de soins et services. Si votre gîte est couvert et de 4 000 $ par mois, il faut être sûr que vous êtes capable de le payer parce que ça ne fait pas partie de cette allocation-là. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Il faut voir jusqu'où, moi, j'ai ma capacité de payer dans mon gîte couvert. Puis, après le soutien à domicile, ben, on en a parlé des 3 types d'hébergement. Puis, pour une demande d'hébergement public, ben, on en a quand même parlé sur l'évolution. On fait une demande, ça va vers notre mécanisme d'accès à l'hébergement. Et là, dépendant des 3 choix que la personne a désignés, l'ATS vous accompagne là-dedans pour faire le bon choix. On va nous demander. Juste à la fin. À la fin. Voilà. Puis, ce qui est important, de se rappeler, de savoir, c'est que votre histoire vous suit. On parle du soutien à domicile, il y a un accompagnement. Votre histoire va vous suivre, indépendamment du milieu où vous allez dans la capitale nationale
jusqu'en hébergement, parce que même qu'on arrive dans un milieu, on va monter avec vous, vos proches, votre histoire de vie qui va nous aider à mieux vous accompagner pour la suite des choses. Puis je veux juste revenir sur les deux dames qui sont là. Quand on dit que votre histoire vous poursuit, là, 2 amis d'enfance qui se sont retrouvés 101 puis 102 ans. Elles pleuraient comme des madeleines quand elles ont vu qui elles étaient. Elles en revenaient pas. C'est merveilleux. Ouais. Ça, on l'a fait dans le CHSLD, dans le fond, ça. Ici, on l'a vraiment. Dans le fond, c'est la même offre de service en CHSLD, mais on en a parlé énormément. J'aime mieux qu'on prenne du temps pour des questions que vous en avez d'autres. Ça, c'est correct. FCA, les visites ministérielles, madame en a parlé avec le Canada. Et voilà. Ah, il y en avait deux questions. Il y en avait 2, il y avait madame. Ah, ok. Elle a un instant qui dortait, fait qu'on se consulter pour que les personnes qui posent des questions, ça puisse être. Merci beaucoup, à la prochaine. Oui, merci. Merci.